Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre justement sur ce panel consacré au marché des footballeurs, challenges et opportunités, voilà, qui est organisé dans le cadre de l'Africa Football depuis quelques jours. Je suis Steven Lavon, journaliste de sport du Togo. J'ai été pendant 8 ans, de 2012 à 2020, rédacteur en chef du site africatransport.com. J'ai également eu à intervenir sur RFI, Africa 24, pour des questions à 10 000 intervenants, notamment Cyril Ndongo Keller, euh, qui est camerounais et qui est aujourd'hui directeur de la Fondation Real Madrid en Australie et promoteur d'une académie de football du côté à Sydney, justement. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Seydou. Ça n'arrive pas, là. On vous a perdu. Il a des problèmes de sa connexion, il va vous revenir. OK. Mesdames et messieurs, nous avons perdu le modérateur. Je vais introduire le thème en attendant qu'il nous rejoigne. La régie, le thème, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes donc sur ce thème 7, effectivement, le marché des footballeurs, opportunités, challenge et opportunités. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Cyril Ndongo Keller, Camerounais d'origine, mais Australien de cœur maintenant et qui développe d'excellentes choses de ce côté là-bas. Nous avons également le président du Real de Bamako, M. Seydou Sow, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce matin. Nous attendons M. Jérémy Djitap et nous aurons également un témoignage ou l'intervention de M. Hassa Kamara, qui est un international mauritanien et qui va nous donner son avis, son appréciation sur ce que nous sommes en train de faire. Régie, alors une présentation donc de ces deux personnes. Est-ce qu'on a la fiche de M. Ndongo Keller? Alors, très bien. Vous savez que cette session qui a commencé depuis 3 jours a voulu rendre hommage à un grand monsieur du football que vous connaissez, c'est M. Pape Diouf. Et chaque fois, à l'entame d'un panel, nous faisons un message de dédicace. La régie, si l'élément est prêt, on va le partager avec les personnes qui nous suivent à travers le monde entier. On pourrait parler des heures de Pape Diouf, que ce soit de sa vie ou de sa carrière. J'ai eu la chance de le connaître plus intimement pendant des années. On était amis, puisque dès qu'il était à Marseille, on se voyait régulièrement. Et quand il n'était pas, on s'appelait quasiment tous les jours, on s'envoyait au moins un texto par jour. De ce que je peux dire de Pape Diouf, c'était que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement gentil, mais surtout de profondément humain. Et c'est ce qui le rendait attachant, parce que c'est une qualité qui se perd de plus en plus. Que vous soyez riche, pauvre, jeune, vieux, de n'importe quelle origine aussi, et vous accordez toujours cette attention-là, si bien que si vous lui avez parlé 10 secondes ou 2 heures, vous avez exactement la même attitude en repartant, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il vous avait écouté, qu'il avait pris en compte ce que vous lui avez dit, et surtout quand vous repartiez, vous aviez l'impression d'avoir été son ami. Et ça, c'était vraiment une qualité, une force qu'avait Pape. Parce que non seulement il disait les choses, mais c'était toujours argumenté. Et c'est ça qui est fort aussi. Parce que vous pouvez dire des choses, mais s'il n'y a pas d'arguments, vous ne pouvez pas fédérer autour de vous. Des arguments valables, bien sûr. Une anecdote aussi qui montre combien les gens ont été attachés à Pape Diouf, c'est le dernier match qu'on a fait ensemble, qu'on est allé voir au stade Vélodrome, pour faire un trajet de 5 minutes à pied. On a mis presque 50 minutes, parce que tout le monde voulait faire la photo avec Pape, et que tout le monde voulait parler avec lui. Et donc là, bien sûr, on a entendu Pape revient, etc. Et ça lui faisait plaisir, parce que 10 ans après être parti de l'OM, eh bien, les gens étaient toujours attachés à lui, se souvenaient toujours du travail qu'il avait fait, et surtout étaient attachés à l'homme, parce que l'homme avait été attachant de bien des manières, et je vous laisse
réfléchir à tout ce qu'il a fait quand il était président de l'OM, qu'il a montré qu'il était attaché non seulement au club, mais aussi à ses supporters et donc aux gens. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire sur Pape. Une chose qui est vraie, c'est que le lien qui nous unit est toujours là, est toujours très très fort. Habib Beye a dit que Pape était son deuxième papa. Je suis d'accord avec lui, mais je n'arrive toujours pas à trouver le mot adéquat pour définir l'amitié que nous avions. Et je vous remercie de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Je commence un peu à être ému, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt et passez une très bonne journée. Allô? Oui. Vous m'avez là? Oui. C'est bon, vous m'avez? Très bien. Ok, désolé, hein. Les aléas des techniques là. donc justement, j'étais sur la présentation des membres de ce panel. J'ai évoqué notamment Cyril Ndongo Keller, qui justement est du côté de l'Australie, et puis le président Sédoussou de l'Est Réal de Bamako du Mali. Nous aurons notamment l'international mauritanien Kassa Kamara qui va nous rejoindre aussi. Et aussi un autre ancien footballeur camerounais qui est Jérémy Indjita, passé par le Real Madrid et Chelsea notamment aujourd'hui, qui est président de la FIF pour Afrique. Et donc, avec tous ces éminents intervenants, nous parlerons justement de ce thème qui concerne le marché des footballeurs, les opportunités et les menaces. Alors, on ne va plus perdre du temps, on va y aller. La connexion, il me semble que la connexion n'est pas des meilleures au Togo. Alors, Cyril, Président, je vais vous passer la parole pour déjà avoir une réaction par rapport aux parrains. Quand vous avez entendu tous ces témoignages sur Pape Diouf, qu'est-ce que vous avez envie de dire de l'homme peut-être que vous avez connu, du président du club? Président, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et moi, c'est très émouvant de parler d'une personnalité comme Pape Diouf, qui est resté vraiment un grand homme du football. Même au-delà de Marseille, je le suivais généralement dans les commentaires sur les plateaux de télé que je ne citerai pas, mais c'était des plateaux très, très relevés. Et Pape avait toujours des interventions très, très pointues. Il est toujours resté dans le football et il est toujours resté aussi du côté des footballeurs. J'ai supporté l'Olympique de Marseille au temps où Pape était président de Marseille, sinon je n'étais pas marseillais. Et j'avoue sincèrement qu'il a fait d'excellentes choses à Marseille quand il a dirigé le club de Marseille. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti très, très tôt. Et ce n'était pas le moment parce que le monde du football, l'Afrique, le monde du football avait besoin des gens comme Pape Diouf. Et c'est une référence. Et c'est quelqu'un à qui on doit se référer vraiment pour diriger le football dans le monde. Et toute ma sympathie et toutes mes condoléances à sa famille, à la famille sénégalaise et à l'Olympique de Marseille. Je m'incline devant sa mémoire. Merci beaucoup, Président. Nous transmettrons vraiment vos mots chaleureux à la famille de Pape Diouf. Cyril, peut-être que vous avez connu Pape Diouf. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'homme, sur voilà, le monument qu'il a été? Ben, écoutez, je peux m'exprimer en anglais pour lui ou bien en français. Ça va pour la traduction ou bien c'est... Oui, il y a de la traduction et le simultané. Voilà. So, I mean, Pape Diouf was a monument, a big loss to Africa. You know, I mean, when we talk about pioneers in terms of football, especially in the topic we are adopting today, very specific players transfer market. He was the pioneer, you know, and I was very fortunate to get to know him and talk to him. We had a couple of exchanges. He used to look after Rigobert Song, who is a friend of mine, and you know, I remember a couple of times in Sydney, he gave us a call talking about looking for options. He was always thinking, he was always ahead of the time. He was talking about getting retired players, you know, players who were at the end of their careers to move to places like Australia. And then we discussed the financial aspect, etc.
obviously, there were better options in the Gulf where people started to move, you know. So he had a couple of players he sent to Japan. He had a couple of players he sent to, Qatar, etc. But he was always ahead of the time. So it's very touching to hear, to really think about what happened. Life is what it is, and all our, you know, thoughts and gratitude go to the family, really. His departure was a loss to Africa, really, a big loss to Africa, but to the world of football as a whole. So really, I'm very touched by the whole thing, and you know, our condolences to the family and also to the Senegalese football community. Please pass on when you have the opportunity. Promis, M. Cyril, ce message traduit effectivement à sa famille. Thank you. Ok, alors pour comme entamer ce thème qui a vraiment qui vient à son œuvre, parce que nous avons Pape Diouf qui a été un pionnier sur le marché des transferts pour les joueurs africains. Dites-moi, Président, comment Pape Diouf a inspiré, ou bien dans votre quotidien, comment vous vous inspirez de Pape Diouf dans le transfert des joueurs? Qu'est-ce que vous avez pensé de son action dans le transfert des joueurs? Reprenez la question, la connexion, je n'ai pas bien entendu. Donc, je disais, Président, Pape Diouf a révolutionné le marché des transferts du football africain. Aujourd'hui, vous êtes président de club. Quelle est votre première impression sur le marché des transferts du football? La première impression sur le marché des transferts, surtout pour les joueurs africains, c'est que historiquement, c'était un marché amateur où les Africains avaient beaucoup de difficultés à avoir l'argent sur le transfert des joueurs. Et je pense que c'est au fur et à mesure qu'avec l'inspiration des personnes comme Pape Diouf et surtout avec l'implication des hautes structures comme la FIFA qui ont permis vraiment aux clubs africains de pouvoir tirer quelque chose sur le transfert des joueurs. Et actuellement, je pense qu'avec tout ce que la FIFA a mis en place, qui est du TMS pour le transfert des joueurs, ça clarifie pas mal de choses sur le transfert des joueurs. Et la mise en place aussi des différentes indemnités de solidarité qui ont permis aux clubs africains vraiment de pouvoir tirer quelque chose de bénéfique sur le plan financier, sur la formation des joueurs. Parce qu'avant, on venait te piquer le joueur et vraiment que tu formais et le club n'avait absolument rien à gagner sur le transfert des joueurs. Et je pense que l'implication vraiment des personnalités comme Pape Diouf et leur inspiration, leur manière de travailler ont beaucoup inspiré pas mal de clubs en Afrique sur la restructuration de leur football et la restructuration de leur club. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce que Pape Diouf nous a inspiré par rapport sur la restructuration du football. Merci. Merci. Cyril, vous avez connu Pape Diouf, agent, vous avez été, comme vous le dites tout à l'heure, très bon ami de Rigobert. Comment vous avez vu l'évolution du marché des transferts du football africain ces dernières années? You know, it should develop. I can speak in French, English. I think the market is better. I think there have been a lot of improvements. As President Seydou said before, there have been improvements, and this is partly due to people like, Pape Diouf, who were very influential in pushing FIFA, in lobbying, and pushing through the European Union. We can't forget that we face enormous challenges, when we talk about the African players market, because you've got not only the challenges, associated with protectionism,
where, you know, you have problems with visas and you've got quotas with players. Everybody is protecting their product. And people like Diouf pushed, they pushed beyond the boundaries. You know, they went beyond the boundaries to try to, open the market, make it a little bit more transparent and easy. I remember the Cotonou Accord, which is actually, the accord that allowed a lot of, players from West Africa to be able to move to France and Germany and all this easier. This was all pushed by people like Diouf. So, and the market needs to keep, in memory of people like Diouf, we have to keep pushing. We have to keep pushing to provide more opportunities. We can't be satisfied with indemnities, for example. I mean, this is the peanuts level of footballers, for example, who come from Africa. Because if clubs, for example, Real de Bamako, they will develop a young player. But because the market is not mature, we end up with, a fraction of what Real Bamako should be touching. And the beneficiaries will usually be, the European clubs, who will take the biggest share. And so we have to try to think and push beyond what people like Diouf worked for, and try to make sure that in Africa, we can establish a culture where clubs can actually, come in and invest themselves in making sure that talent is recognized from the source in a better way. But look, there's been progress. There's been a lot of progress. So on that side, I would say absolutely things are on the positive, but we have to keep working harder. Merci Steven, le plateau est à vous. D'accord, merci beaucoup. Je crois vous avez bien commencé. Justement, Cyril, justement, comment ça se passe? Comment vous voyez justement le marché des footballeurs africains, les opportunités qu'offre ce marché-là justement pour les jeunes footballeurs africains? Comment voyez-vous ce marché en fait? Well, thank you, Stephen. I think the market lacks visibility. Okay, there is a lot of potential. There's a lot of potential in Africa. The biggest challenge for us is a lack of visibility. And when I say visibility, when I look at what is happening in Europe, what is happening in South America, what is happening in Asia, you do have institutions, for example, attached to FIFA or, confederations and all those things. However, you have a private sector which is more active, and we need to create a private sector in Africa to make sure that we have more visibility, a lot more tournaments, those young players. You see, when you play for the national team only has a limited calendar. The national team will give us visibility. We rely on the national teams for visibility. However, I'm sure in Real de Bamako, if Real de Bamako was playing 10 tournaments in a year, okay, around Africa, organized by private, they will probably discover more players. So that market will be a little bit more competitive compared to the South Americans who do 20 tournaments in a season, the Asians who are coming strongly, who are organizing a lot of tournaments, and they're not waiting for FIFA to organize, international events. So in Africa, I think we need that private sector to accompany organizations like CAF and, national associations, etc., to create a more vibrant, visibility for our footballers. And I think that will give us a lot more chances globally, because there is a lot of competition with Asia. Emerging markets are also very competitive now.
And so we have to adapt to that. So my main concern is with visibility. OK, merci beaucoup. Pardon. Je vais demander au président Seydou. Président, je crois que vous m'écoutez là. Comment expliquez-vous que le footballeur malien intéresse autant aujourd'hui? Comment expliquez-vous ça? Parce qu'on voit que les transferts de footballeurs maliens sont de plus en plus nombreux et les clubs, les gros clubs européens viennent au Mali s'approvisionner. Pourquoi est-ce que le joueur malien est autant demandé aujourd'hui? Veuillez allumer votre audio là. Vous l'avez été, président. Voilà. Bonjour, monsieur Merci, monsieur Lavant. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un peu un paradoxe aujourd'hui parce que jusqu'à présent, le football malien n'est pas professionnel et avec les différentes crises, on a fait 2 ans sans championnat régulier et on trouve que les joueurs maliens sont très demandés sur l'échiquier international. Cela se comprend et cela peut s'expliquer par le fait que les clubs n'ont pas attendu la professionnalisation du football pour restructurer les clubs et surtout les centres de formation qui se sont créés et les académies qui sont bien structurées et les clubs historiques ont suivi le pas en se restructurant elles aussi. Donc, ces différentes formations se sont restructurées et la visibilité, comme l'a dit tout de suite Cyril, elle vient surtout des clubs, quand les clubs participent aux compétitions africaines et les sélections de jeunes aussi, quand les jeunes aussi participent aux sélections, aux compétitions africaines. Nous avons remarqué qu'au niveau des U17 et des U20, les équipes nationales du Mali sont très performantes. Et quand on regarde la composition de ces équipes, elles sont composées en majeure partie d'académies. Et aujourd'hui, nous avons des académies très performantes. Et nous, au Real de Bamako, nous avons fait une convention avec Jean-Marc Guillou en 2006, avec une visibilité pour devenir un club professionnel. Parce qu'on savait que l'homme avait la main à la formation. Et je pense que quand on regarde les catégories de jeunes en équipe nationale, il en est pour le quart ou le tiers de l'effectif. Et d'autres aussi académies se sont créées dans la foulée, telles que Yélé Olympique, qui est coaché et conseillé par Frédéric Kamouté, et aussi Africa Football Elite, qui s'est créé il y a 3 ans, qui est présidé par Diomansi Kamara. Ce sont des footballeurs internationaux très connus. Et je pense que leur conseil de ces messieurs sur la formation a boosté énormément la formation du football au Mali. Et les clubs aussi ont suivi. Et je pense que c'est surtout ça qui a amené à la demande des footballeurs maliens en Europe. Donc, comme je l'ai dit, les clubs maliens n'ont pas attendu parce que si vous attendez que la fédération fasse le professionnalisme, vous n'allez pas finir. Donc, les clubs se sont restructurés. Les clubs les plus anciens sont restructurés, qui sont les 3 grands clubs du Mali qui sont connus sur l'échiquier international, le Real de Bamako, le Stade malien de Bamako et le Djoliba de Bamako. Donc, quand on regarde un peu toutes les sélections de jeunes au Mali, elles sont composées de ces joueurs et des joueurs qui viennent de ces différents centres de formation, qui sont créés comme dans d'autres pays en Afrique, hein, comme au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui a boosté vraiment la demande des jeunes joueurs maliens sur l'échiquier international. Voilà un peu ce que je peux expliquer par rapport au paradoxe, comme on le dit, du Mali. Et je pense que nous continuerons à travailler. Il faut toujours apprendre, il faut toujours travailler pour développer ce football de formation. Et je pense que d'autres aussi internationaux ont l'idée aussi d'accompagner certaines académies parce qu'il le faut. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Il faut avoir des contacts sur le plan international pour pouvoir faire sortir les joueurs. Donc, c'est un peu ça la demande des footballeurs maliens sur le marché international aujourd'hui. Je vais rebondir sur ce que disait le président tout à l'heure. Cyril, vous avez, comme il disait, un paradoxe. Des centres de formation, des garçons qui s'affirment et qui sont transférés à l'étranger. En quoi ça peut constituer une opportunité? Au-delà des indemnités dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre dans l'autre sens?
Well, I mean, if I understand your question, you know, when we talk about indemnities, for example, we're talking about talent to start. Now, that there are levels for a footballer. Obviously, a 17-year-old is leaving very early. So this is a non-confirmed player, 17 or 18. Maybe some of them are now because the younger people are playing very early. But generally at 17, that contract, the value of that contract will carry performances. So the indemnity is very minimal to start. Now, the hope is that historically, the player will perform, and the more they perform, obviously the value will increase. And as the value increases, remember that player has been transferred already. So the original club, let's say Real Bamako did a business for a 17-year-old, and they got some initial, you know, indemnity of formation. After that player makes it into, let's say, a big club in Europe, and is transferred from maybe France to Germany or France to the UK, the French club will take a big share of the transfer. Now, a fraction will go back to Real de Bamako. Whereas what we're saying is really, if we have more visibility, that will create more investments in you know, at the base in Africa. So by creating more investment, that means we have, first of all, we can keep the players longer. Because if we keep them longer, that means they leave at 21 or 22 because they have a professional competition back home. The clubs will be better off, you know, because that's a transfer of a 21-year-old or 22-year-old. That's big. But clubs today, I can tell, have a challenge. They're trying to survive, so they have to do with what is out there. So you have a lot of academies, you know, discovering young players and trading them at 17, 18, because clubs do not have enough resources. So the suggestion is, if we have more private investment in the game, this will help create a better environment to push a little bit further, maybe to 20, 21 years of age, which will bring more resources back to that base. Because what we need more resources at the base. We don't have the resources. Okay, so that's why I think we lose a lot, you know, from an African point of view, if I may express it that way. Does that answer it a bit? Does that answer your question? Très, très, très bien. Steven est encore là. Moi, je vais juste une dernière question avant de vous quitter. C'est qu'effectivement, vous dites, monsieur Cyril, que les garçons partent trop tôt. Président, il y a tellement de parties prenantes autour du footballeur. J'ai envie que vous nous dites comment vous gérez la famille, le club, le joueur lui-même, les copains. Comment vous faites pour vraiment tenir tout ce monde-là à la bonne distance? C'est vrai qu'en Afrique, il y a tout un environnement social autour vraiment des joueurs. Donc, c'est pas facile de convaincre les uns et les autres, mais on essaie d'expliquer vraiment à la famille, c'est surtout la famille, qu'aujourd'hui, le football est devenu professionnel et que quand les gamins sont dans le centre de formation et qu'ils ont 18 ans et qu'ils doivent partir parce que les pré-contrats sont signés par les parents. Donc, depuis là, je pense qu'il faut donner l'information aux parents, les impliquer dans la gestion pour qu'ils sachent que le jour où le gamin va partir, ce serait dans l'intérêt non seulement du club, mais du gamin et de la famille. Donc, tout ça, c'est un environnement aujourd'hui à gérer en amont avant que ne soit déclenché le départ d'un gamin vers un club à l'extérieur du pays. Parce que si tout ceci n'est pas clarifié, ça pose beaucoup de problèmes dans l'environnement même du joueur. Et ça peut polluer
et vraiment l'atmosphère. Donc, ce sont des choses vraiment à définir, à éclaircir, à expliquer. Et ça part du concept vraiment de l'explication de tout ce qu'il faut donner comme argument et puis à l'environnement pour le départ du joueur. C'est vrai que les joueurs, comme l'a dit, vous venez de dire, partent assez tôt. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a tellement le choix? Parce qu'il y a tellement de pression autour avec la famille et puis tellement de pression sur le plan des centres de formation, des académies, des clubs, sur le plan financier, parce que ça demande beaucoup d'investissement, un centre de formation. Et généralement, il n'y a pas de sponsor en Afrique. Donc, n'ayant pas de sponsor, c'est des investissements privés. Donc, il faut essayer aussi de les soutenir, pas de les rentabiliser immédiatement, mais de les soutenir sur la vente des joueurs. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut vraiment définir et échanger avec l'environnement du joueur. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. On reste avec vous. J'aimerais vous demander aussi, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transfert, directement, tout le monde, on regarde vers l'Europe ou ailleurs, en fait. Est-ce que pour que l'Afrique puisse se développer et avoir un football fort, on ne devrait pas privilégier aussi les transferts sur le continent? Comment est-ce que vous appréciez ce côté-là? Non, ce côté, il faudrait vraiment pas occulter, il faut aller directement au but parce que quand on forme un joueur, c'est pour vraiment que le joueur s'épanouisse, mais pour que le club aussi ait de l'argent. Parce que comme je l'ai dit, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, il n'y a pas assez de sponsors. Moi, je vous parle du cas du Mali, par exemple. Le seul sponsor qu'on a sur le championnat, il contribue à peu près à 10% sur le budget du club. Et donc, le reste, il faut aller le chercher. C'est soit les dirigeants qui mettent de l'argent, soit des joueurs qu'il faut transférer. Or, il faut reconnaître aujourd'hui, quand on regarde, même en Afrique subsaharienne, les transferts entre pays, ça ne rapporte pas de l'argent. Peut-être un peu vers l'Afrique du Nord, et même ça aussi, ce n'est pas terrible. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que les clubs et les centres de formation s'orientent dans les transferts sur les pays européens. Et moi, à mon avis, il faudrait que le sponsoring et le marketing, le sponsoring soient extrêmement développés pour apporter aux clubs vraiment la manne financière dont ils ont besoin pour que les transferts se développent à l'intérieur même du continent. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, M. Dabo. Cyril, on ne vous entend pas. La connexion n'est pas vraiment fameuse à Lomé. Steven, on vous entend difficilement. Look, I'll probably just jump into that whole concept of transfer within African, to make sure that, I mean, from what the president, Seydou is saying, we don't have sponsors. And why don't we have sponsors? We have to create a better product to attract sponsors. And this is important for clubs because obviously the African continent will be stronger by developing an intra-African transfer market where the younger players or players can move from one country to another, but without capital, it's very difficult. I remember when we were younger in Yaoundé, when George Weah came to Cameroon, I mean, it was incredible. You had a lot of players from Liberia moving to Cameroon, and players from Ghana moving to Cameroon, etc. So I think it's important, because that helps clubs develop themselves as well, because you can keep a player a little bit longer. So I think the challenge being the lack of capital means clubs are a business. They are a business and they have to survive. So Real Bamako has to survive, and if they get 10% of their budget from the sponsor to be able to find 90% is crazy. It's a huge challenge. So I think reflection, thinking around a table is important.
you know, to try to find solutions within Africa to start, because the short solutions where we send young people desperately at 16, 17, it's not a long-term, you know, viability-wise, it's not sustainable. We need to create that African market and strengthen it. And I hope, it's unfortunate Jeremy is not here today, but Jeremy would have given us a little bit more insight, you know, as to why, how FIFPro is supporting a concept of, you know, a better African development in terms of player transfer market. That's the Steven nous a encore quitté. Je pense qu'il a de gros soucis de connexion. Président. Oui. Président. Oui. Cyril nous dit de ne pas laisser les jeunes partir trop tôt. Et vous êtes en train de nous dire que c'est un dilemme parce qu'ils sont sollicités et les familles, tout le monde a envie que le garçon il parte très vite parce que c'est des raisons sociales, c'est des raisons de survie. Alors, quel levier vous avez pour justement accompagner ces jeunes? Quel levier vous avez pour tous ces agents, entre guillemets, qui leur font miroiter des choses, des 100 et des 1000? Et malheureusement, on connaît beaucoup de cas où ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour entourer tous ces transferts, tous ces départs précoces? Merci, mais avant de répondre, je vais rebondir sur ce que Cyril a dit. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est vraiment fou d'avoir 90% de son budget à financer soi-même. Mais le problème, c'est qu'il faut être attractif vers les sponsors. Mais dans un pays où il n'y a pas de visibilité pour le football, où il n'y a pas de championnat depuis 2-3 ans réguliers, je pense que les sponsors aussi hésitent à mettre de l'argent dans le football. Donc, c'est le premier goulot d'étranglement qu'il faut lever ici au Mali. Il faudrait que le championnat soit professionnel et régulier pour qu'il y ait de la visibilité. Et quand il y aura de la visibilité, les clubs ont des contacts avec les sponsors viendront nous aider. Le deuxième, c'est que, par rapport à votre question, c'est que pour les jeunes qui partent très tôt à 18 ans, il faut savoir les accompagner par les contrats qu'on signe avec les clubs. Les contrats qu'on signe avec les clubs, il faut d'abord, non seulement pour l'équipe, mais il faut protéger le joueur. Savoir que le joueur va dans un cadre où il va évoluer, pas l'amener directement dans un club où il ne pourra pas jouer et où il faut gagner de l'argent. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand vous le faites, c'est comme un effet de boomerang, ça reviendra toujours vers vous. Il faudrait que le joueur, là où il part, il puisse s'épanouir et qu'il ait du temps de jeu pour pouvoir rebondir après dans un grand club. Donc, il faut aller dans un club qui n'est pas un club énormément huppé où il va avoir des difficultés à s'adapter, où il va avoir des difficultés à jouer. Je pense qu'il faut toujours, dans un transfert, accompagner les gamins pour qu'ils puissent s'épanouir et pour préparer leur avenir à partir de leur transfert. Et ça, c'est extrêmement important. Merci, Président. Merci encore une fois, Président. Toujours dans cette même dynamique-là, c'est quoi la relation avec les fédérations, en fait? Dans ce transfert-là, c'est quoi la relation avec les fédérations locales, sachant que, bon, voilà, ces transferts-là, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que les fédérations ont un pourcentage qui leur permet aussi puisque c'est eux qui organisent les compétitions? C'est quoi la relation entre la fédération et les clubs? Non, la relation, c'est une relation de règlement de la FIFA. Les fédérations, dans le transfert, quand vous regardez dans les dispositions du statut du joueur, les fédérations n'ont pas le droit de toucher de l'argent dans le transfert des joueurs. Ce n'est pas légal parce que c'est les clubs qui forment le joueur. Et même quand les clubs envoient des joueurs dans les sélections, les fédérations se retournent quand les joueurs se blessent. Et elles prennent le règlement de la FIFA pour dire oui, mais la FIFA dit que vous envoyez des joueurs dans nos compétitions, mais si ces joueurs se blessent, vous les prenez en charge. Donc, les joueurs appartiennent au club. Les fédérations ne peuvent pas
ne doivent même pas prendre de l'argent dans le transfert des joueurs. Donc, nos relations sont des relations très saines et sans ambiguïté. Le joueur appartient au club et c'est au club d'organiser son transfert. Merci, merci, Président. On va revenir à Cyril. Cyril, les transferts de joueurs africains, on l'a dit, souvent il y a aussi beaucoup de problèmes. Comment pensez-vous qu'on doit régler ça? C'est-à-dire souvent, on retrouve de jeunes joueurs qui sont confrontés à des agents qui ne sont pas assez sérieux, qui les abandonnent peut-être à leur sort quelque part. Comment régler ce problème-là? Well, look, that's a difficult one. That's a very difficult one because, when people are hungry, they're desperate. And that desperation creates a culture which suddenly, exposes a lot of people. I think the president said before, the clubs will try to accompany the player. Look for a club where the player can play first before, instead of sending them in a big club where they may not play at all. But how many clubs have the flexibility to do that? Some of them are desperate, they need the money. So I think FIFA should do more. FIFA has to do more. I mean, FIFA has done a lot of work. They've lobbied the European Union. A certain category of players cannot move to Europe now, but we find ways to do it. There is always a way around things. And so I think, for me, the answer is a better governance in Africa. The governance is letting a lot of people down, because if what I'm hearing today is that in Mali, okay, there is no competition. There hasn't been for 3 years. That's crazy. But it's not only in Mali. In Cameroon, it's the same thing. There is no competition. So we need a better governance, within Africa to start. And I think that would help give us a stronger voice within the international community to make sure that we address the problem with rogue agents. Because the president says the club owns the player, but I don't believe the club owns the player. The club provides the player with an environment where they can develop, but the player is either contracted to the club, but the player will have a representative, and that representative may be the problem, not so much the club. So how do you control the representative of the player? How do you do that? It's complicated, it's difficult. If an agent tells the player, let's go to China, for example, okay, they will give you X amount of dollars. And the club, wants to send the player maybe to FC Metz, where they can have a better development. It's going to be very hard. So I think we need a better governing, better governance within Africa to start, and then we can address those issues, because it's simply too difficult. When a hungry person sits at home and an agent comes and tells you, look, I will take you to Belgium, you just don't listen to anyone else. You just want to go. So that is a little bit of the challenge we are all facing here. So it's a very challenging situation. I mean, we've seen a lot of young people in Europe abandoned by agents. They take you to one club, you do 5 tests. You go one trial today, tomorrow, the next one, you have an injury and they abandon you. They abandon you. It happens in Europe, it happens in Asia, it happens everywhere. And the victims are usually the African players, the young African players, South American players. So a better organization at home
it's the best solution. Because if they're in good conditions at home, I don't think they will be leaving. They may try to stay a bit longer. That is my point. Are you still there, Steven? I think we lost you again. Nous avons encore perdu Steven, mais on va continuer. Cyril, je pense qu'on ne peut pas parler de transfert de joueurs sans parler de valeur marchande des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Sud-Américain, quand il monte en Europe, on a l'impression qu'il y a un tarif qui est fixé, qui est indexé sur le tarif international. Et quand c'est un footballeur africain, on parle d'indemnité de transport, on parle d'une petite somme d'argent. Président Cyril, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire effectivement pour augmenter la valeur marchande des footballeurs africains? Oui, Président, vous voulez comment Président, allez-y. Oui, moi je pense effectivement ce que vous avez dit est réel et vrai, parce que quand il s'agit d'un joueur qui vient de l'Afrique du Sud, du Sahara et même du continent africain, du Maghreb, la valeur marchande, on la minimise, on la met au plus bas. Et ce joueur a même qualité, a même truc qu'un joueur sud-américain ou qui vient d'un centre de formation européen, n'ont pas la même valeur. Il a peut-être 10% de la valeur, alors qu'intrinsèquement, sur le plan technique, il peut être supérieur. Et je pense que il faut au fur et à mesure faire le lobbying, du marketing. Et avec nos joueurs aujourd'hui qui commencent à évoluer dans les plus grands clubs, quand on regarde dans le championnat britannique, il y a d'excellents joueurs africains. Ils sont les meilleurs, par exemple, à Liverpool. Il y en a, je pense qu'il doit y en avoir 3 ou 4 dans ce club. Il y en a dans beaucoup d'autres clubs en Europe. Donc, c'est au fur et à mesure de la valeur de la révélation de ces joueurs que la valeur du footballeur africain va se monter, mieux se valoriser. Et ça dépend aussi des discussions dans les échanges et dans les transferts des joueurs. Aujourd'hui, quand vous voulez vendre un joueur africain, si ce joueur doit être vendu à 2 millions d'euros, on vous parlera de 200 000 euros. Ça, c'est au maximum, on vous dira 200 000 euros. Et maximum 500 000 euros. Alors que ces joueurs, s'ils étaient formés dans les mêmes conditions dans les centres de formation européens ou sud-américains, ils auraient coûté à leur premier prix de vente à 2 millions d'euros. Donc, je pense que ça demande beaucoup de négociations. Et aussi, il faudrait aussi voir comment revaloriser le second transfert et même les bonus sur les joueurs. Et tout ça doit être mis dans un contrat de joueur pour mieux le valoriser. Et ça demande beaucoup de tact, beaucoup d'échanges. Et avec le temps, ça va se normaliser. Mais ce n'est pas vraiment évident pour le moment, mais ça a commencé à énormément évoluer. Il faut reconnaître que il y a 10 ans, ce n'était pas la même chose. Ça a énormément évolué avec nos joueurs qui sont partis et ça continue à évoluer. Cyril, vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit le président? Yeah, absolutely. I mean, he makes very good, he makes a very good argument. For me, I think the important thing is we cannot simply look at comparing. Okay, we can't look at the technical side. Technically, yes, African players are good. All right, but there is competition. There is competition in the transfer market. And that competition means we have to be in a better position to lobby. We have to do more lobbying. We have to create better relationships because, the agents are comfortable. If an agent gets, they get their commission, especially for a young player. You talk about an 18-year-old from South America and one from Africa. These are two players who may not be known. So the players will not be known, for example. And so what we need to do is
it comes back to that same visibility. On revient de nouveau à la question de la visibilité, une meilleure commercialisation, un meilleur marketing. So they're hungry. So they offer you something. So those agents are very quick at accepting, whereas you have to negotiate. You have to, but you don't negotiate by talking. You have to have arguments. And most of the time, our players are not well represented, unfortunately, because it comes back to the resources, the lack of resources. You see, FIFPro gets subsidies from FIFA. They get money from FIFA to support to support local footballers. Now, in Australia, for example, I know for sure in Australia, the Professional Football Association, which is, the Players Association, puts in people who develop resources for players, marketing resources, YouTube channels, CVs, profiles, everything. Now, these things are powerful because, once you get to a club in Europe or Asia, they want to have a good presentation. But the way we sell players from Africa is we talk and then we send those kids over there without data. There is not a lot of data, whereas the Brazilians create a lot of data. They will have an 18-year-old, they will have a whole data, the number of goals the player has scored, etc. and etc. So we don't have that. We don't have that in Africa. It's a problem. Okay, so our value is a little bit diminished. By the time we go and face somebody and say, "Hey, I've got this quality footballer with potential, etc." So we have to do a better work to be competitive against all the other emerging markets. Because don't forget that we're competing against the South Americans who want to get players to Europe, but they have more advantages than us because, they're presenting those players better. So we have to do a better job. That's the point. So if someone is developed, for example, in France, compared to someone developed in Mali, the way FIFA looks at it is, now in Mali, how much did they spend in developing that player compared to how much they spent in developing that player in France? So that's the base usually used to determine a figure. Can I say the figure is correct? I don't think so, because it's business. So it's bargaining. So we have to do a better job to get more. And Pape Diouf, we're talking about Pape Diouf here today. Pape Diouf was very good. Pape Diouf was a very good negotiator. He knew how to fight for what he wanted. And, we got agents today, as soon as you show them, an offer for 200,000-300,000 euros or 500,000 euros, they're running, finish. No, and that is our problem. So we have to change, we have to be better. I think we have to be better. That's the point. Merci Cyril. Je pense que du doigt la question, c'est une question financière. Les familles sont pressées d'être à l'abri, les agents sont pressés de signer des contrats. Alors, il est où le juste milieu? Nous avons la chance d'être rejoints par Stéphane, à qui on demandera d'ouvrir son micro. Stéphane, vous nous rejoignez au moment où un président de club, un agent de joueur sont en train de traiter la question des transferts, challenges et opportunités. Au moment où nous rejoignez, on a essayé de parler de qu'est-ce qui fait la valeur, quels sont les rôles des parties prenantes. Et effectivement, ça tombe bien, le parrain de cette conférence, c'est un ancien agent de joueurs. Stéphane, quel est votre regard aujourd'hui sur le marché des transferts de joueurs? En quoi ce marché
quelles sont ses composantes? La première idée que vous avez par rapport à ce marché, ce serait quoi? Il est 11 heures. Aujourd'hui, le marché qu'on va avoir aujourd'hui, il va être assez compliqué avec plusieurs critères. Comme j'ai un peu pris la réunion en cours de route, aujourd'hui, il y a beaucoup de composants qui sont assez compliqués sur le marché. Il y a l'aspect financier aujourd'hui qui va être une problématique, surtout sur la France. Ça va être très compliqué avec le Covid et le manque de spectateurs. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui se mettent au milieu des transferts de joueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants. Quand on veut discuter avec un joueur, malheureusement, on a beaucoup de gens qui se greffent à la transaction. Et aujourd'hui, sur la France surtout, il y a beaucoup de clubs qui sont réticents quand il y a plusieurs intervenants. Bon, après, ça fait partie du jeu et malheureusement des transactions, parce qu'on est obligé de faire avec. Mais par rapport il y a 10 ans en arrière, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'agents, pseudo-agents, on va dire, qui sont au milieu avec derrière les gamins parce qu'ils regardent plus l'aspect financier que l'aspect sportif. Et le problème aujourd'hui, il est là, c'est qu'il y a beaucoup d'avoir le vrai du faux avec tous ces intermédiaires, c'est de savoir si on regarde d'abord l'aspect sportif pour l'intérêt du joueur ou est-ce qu'on va regarder l'aspect financier. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup l'aspect financier, beaucoup plus, et les gens vont beaucoup plus regarder l'aspect financier avec faire signer des joueurs en Bulgarie, en Slovénie, pour avoir de suite un pécule financier plus important que d'essayer de faire une carrière. Et aujourd'hui, le but du jeu, quand un garçon a 18, 22 ans, on va dire, moi, personnellement, avec notre entreprise, on regarde plutôt l'aspect sportif parce qu'une carrière, ça se construit sur 10 ans, 10, 12 ans et pas sur un an ou deux. Et le problème aujourd'hui, le problématique, c'est de faire comprendre aux joueurs et à l'entourage du joueur que l'aspect sportif est plus important que l'aspect financier. Mais comment vous faites pour le lui faire comprendre? Je pense que tout le monde, le message, il est clair, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des étapes dans une vie, mais devant l'urgence et de dire à un garçon, attendez 1 an et demi, vous prendrez plus de valeur, qu'est-ce que vous avez comme argument à tenir devant une famille qui est pressée de placer un garçon sur le marché du football? Ben, l'aspect, c'est d'essayer d'être le plus honnête possible et le plus clair possible dans le projet, c'est-à-dire lui expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, on va prendre un garçon qui a 19-20 ans. On va dire aujourd'hui, si on le fait, s'il veut gagner beaucoup d'argent, il faut partir dans des pays, Arabie Saoudite, Qatar ou quoi que ce soit. Si on le met en France dans un club intermédiaire, on va prendre un club au hasard, on va prendre Nîmes. Un garçon va signer à Nîmes aujourd'hui. En Ligue 1 en France, on va dire que peut-être il va gagner, je ne sais pas, il va peut-être gagner 15 à 20 000 euros par mois, brut. Mais par contre, si ce garçon-là fait 25 matchs en Ligue 1 en France, l'année d'après, c'est un garçon qui peut passer de Nîmes, il peut passer par exemple à Lyon, à l'OM, à Monaco, où il va peut-être tripler, voire quadrupler son salaire. S'il continue à avoir encore une bonne progression, 2 ans après, il peut aller jouer en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Alors que s'il part, moi je dis 18-20 ans, au Qatar, en Bulgarie, en Slovénie, en Russie ou en Turquie, parce qu'aujourd'hui la mode aussi c'est la Turquie, pour revenir dans le circuit, on va dire, des 4 plus grands championnats européens, ça va être plus compliqué. D'accord? Et puis, il faut jouer sur le fait aussi que, par exemple, dans certains pays où vous allez aller, vous allez être payé peut-être pendant 6 mois et pendant 3 ou 4 mois, vous n'allez pas être payé. Donc, tout ça, après, c'est le faire comprendre à la famille et à l'entourage. Ça, c'est un des plus gros points où on a. Et puis, c'est de jouer carte sur table et dire, voilà, si vous allez là, OK, vous allez gagner tant d'argent, votre salaire aujourd'hui va être de 50 000 euros par mois, mais peut-être que dans 6 mois, l'enfant ne sera plus payé et il reviendra. Mais pour revenir dans le circuit européen, quand vous êtes sorti de ce circuit-là, je pense que c'est assez compliqué. Je vais rester avec vous, Stéphane. Oui. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le joueur africain
ou le joueur européen, cette relation par rapport à la famille, ce projet de plan de carrière? C'est la même. Nous, on pratique de la même façon. Avec que ce soit un Africain, un Européen, pour nous, on pratique de la même façon. Parce que c'est vrai que c'est plus compliqué quand c'est, on va dire, quand c'est un Africain, parce qu'il y a beaucoup plus d'intermédiaires à discuter. Il y a des tontons, il y a des frères, il y a des cousins. C'est beaucoup plus compliqué. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire comprendre à tout le monde que c'est l'intérêt du joueur qui prime en premier et pas. Alors, je peux comprendre, par exemple, quand on est en Afrique, la situation financière n'est pas la même. On est d'accord sur ça. D'accord? Ça, c'est la vérité. Mais si, par exemple, tout le monde, pendant un an ou deux, regarde l'intérêt sportif du joueur, la troisième année, si le garçon est intéressant sportivement, grandit sportivement et il y a des références européennes dans son club, la famille, dans 2 ans, elle va le retrouver. C'est obligé qu'elle va le retrouver parce que financièrement, le garçon va s'en sortir. Alors que s'il part directement dans un pays exotique, il va prendre de l'argent de suite. Mais par contre, après, ça peut être un frein dans sa progression sportive et même financière. Il vaut mieux, dans un premier temps, sur les 2 années qui arrivent, gagner un poil moins, mais ensuite aller le rattraper, que gagner de suite et ensuite peut-être perdre parce que financièrement, le club ne va pas tenir ses engagements. Et pour revenir dans le circuit européen, aujourd'hui, ça devient très compliqué et encore plus maintenant avec l'histoire du Covid et le manque à gagner des clubs. Steven nous a rejoint. Steven, le plateau est à vous. Steven, Cyril, dites-moi, qu'est-ce que vous avez, comment vous pouvez rebondir sur ce que Stéphane vient de dire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Well, I think, look, I think he's correct. He is correct in many points. I think it's very, very difficult to deal with, you know, to have one policy for everybody. Okay, I think as a representative, the culture is important. So if you're looking after an African player or a player from the Middle East or a player from maybe, you know, South America, as an agent l'Amérique du Sud, comme en tant qu'agence, vous devez avoir because of their cultural, you know, implications. If you're going to deal with them as one policy, I think you're going to have a lot of problems. You're not going to be able to understand them, you know. And for us in Africa, as you rightfully said, you have a lot of you know, participants. Uncles, aunties, brothers, everybody comes in. It's a big thing for the family. However, being a business, it is a business. You know, it is a business, and you have to understand your business. You have to understand your product, and the products are not the same. A South American player needs to be looked after differently from an African player. You know, a player from Europe needs to be looked after differently from a player from Asia. That's important. So I think I would not agree fully. You know, I have some points, okay, but I'll be very careful in designing strategies and policies to address, you know, each player based on their background. That's my point. Écoutez, ce point de vue, je pense qu'il est partagé par un certain nombre des personnes qui nous suivent. D'ailleurs, nous avons des questions qui nous viennent du monde entier. Je vais vous les poser à tous les trois. Déjà, vous, Stéphane ou Cyril, vous aviez parlé du talent de négociation de Pape Diouf. Qu'est-ce qui avait fait que ce monsieur pouvait garder son sang-froid et avoir la tête froide au moment de négocier, donc sans de précipitation, ne pas sombrer parce qu'il y a un chèque qui est en face? Président, votre micro est coupé. Oui, mais moi je pense que c'était la personnalité d'abord de Pape Diouf. C'était vraiment, comme on lui dit en Afrique, c'était un monsieur, un grand quelqu'un. Donc il avait la tête sur les épaules. Et c'était aussi quelqu'un qui savait d'où il venait et où il était. Donc il savait négocier, il savait
poser les jalons et il n'avait pas vraiment il se faisait pas la grosse tête sur devant un gros chèque. Donc, c'est surtout sa personnalité. Il faut saluer vraiment toujours la personnalité de ce monsieur. Cyril, quels sont les âges? Qu'est-ce qui peut nous aider quand on est sur une table de négociation? Cyril? Pardon. Okay, sorry. Look, I think you have to do your homework. Okay, you have to do your homework. If you do your homework, you have elements that will support what you're trying to achieve. And when we say do homework, you have to have a clear analysis of what you're trying to sell. And you can't just compare. And I think Pape Diouf was very good. Pape Diouf was a hard worker. People don't understand how hard Pape Diouf worked, but the research he did a lot of research. So by the time you get in front of a chairman or, a CEO of a club, you present your dossier. The dossier is clear. It's clear with information, not just talking and say, well, this guy is good because I have this or I have that. So if they put a check in front of you, you look at your dossier, you're comparing who they're trying to sign. For example, if a club is trying to sign a number 9, now you have enough information on the current number 9 in that team. You have enough information on comparing, other number 9s who were signed, maybe for different teams within the same competition. So it gives you the right, it puts you in the right position to negotiate because you have some information. You've done some homework. You've done enough research, so they can't just push a check or a figure. All right, so if you have a young person who's participated in X number of international events, a young person who's played with X number of assists, okay, X number of games, X number of assists, X number of goals, and you look at the age, you can compare with another young person. And that will give you an idea on how much you have to ask for. But most of the agents, as we say, once they go in, they give them a little bit, they want to take and run. So I think Pape Diouf was very, was very good at research. And he had enough information to hold his ground. And look, we've been through negotiation tables. In England, in Germany, we've been through negotiation tables. But you don't just say yes. And the Africans, sometimes the problem is they want to talk too much. You've got to wait for the club to make a move. But they make a move before. So you're going to say, I want this amount for the player. No, let the club tell you what they want for the player. Now, when they tell you, you can then expose your strategy and then you can work and push and push. But they go, as soon as they arrive, oh, no, give me this amount. Give me this amount. So we need to work a little bit harder. We need to work a little bit more, and we need to do a lot more research. Okay, similar to what people like Pape Diouf did. That's my point. Merci, pour Cyril. Pour le président, excusez-moi, pour le président, c'est lié à la personnalité du bonhomme. Pour Cyril, c'est lié à son expérience, à sa préparation de ces documents. Nous avions interviewé Thierno Seydi, qui est le petit Pape Diouf, comme on pourrait l'appeler. Je pense qu'il a beaucoup tiré de son mentor. Et aujourd'hui, il est en train également de faire un énorme boulot. Il n'a pas pu se connecter. Et M. Seydi nous parlait de valeurs, il nous parlait de famille, il nous parlait d'éthique dans le marché. Stéphane, est-ce que vous pensez que ça, ce sont des éléments dont on tient compte quand nous voulons accompagner un jeune footballeur? Oui, là, je le rejoins surtout sur la valeur et sur l'éthique. C'est très important.
Aujourd'hui, si on veut regarder l'intérêt sportif du joueur, quand il y a des transferts à faire ou des transactions, des fois, nous ce qu'on se dit chez nous, c'est que on ne peut pas ouvrir toutes les portes des clubs parce que l'agent aujourd'hui qui va te dire moi je rentre dans tous les clubs, c'est pas vrai, tu vois, parce que aujourd'hui on peut être bien dans des endroits et pas trop bien. Donc on a toujours besoin de quelques. Nous on est dans le partage parce que seul on peut rien faire. Si demain tu as un joueur X, mais tu veux le mettre on va dire à Liverpool, mais quelqu'un d'autre est bien placé et beaucoup mieux placé que toi à Liverpool, il vaut mieux pour l'intérêt du gamin faire l'affaire avec l'autre agent dans l'intérêt sportif du joueur, parce qu'il vaut mieux aller à Liverpool, alors que toi, tu ne peux pas y rentrer. Moi, je dis que c'est bien. Ça s'appelle de l'honnêteté vis-à-vis de ton joueur. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, un agent qui va te dire, moi, je rentre dans tous les clubs du monde, même pas Jorge Mendes, même pas Mino Raiola, rentre partout. Ils ont toujours besoin, peut-être quelque part, parce qu'un jour, ils se sont disputés avec un président de club pour un joueur, et la porte s'est un peu fermée, et c'est une autre personne qui va pouvoir y rentrer. Donc, ça, pour moi, ça fait partie du partage et de l'honnêteté vis-à-vis de ton joueur. Voilà. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Il y a une question sur le pour les panélistes. La question, c'est de savoir est-ce que dans le projet du joueur, ils prennent en compte la reconversion? Est-ce que dans le projet du joueur, ils prennent en compte la reconversion? La parole est à qui veut la prendre, hein? Pour la reconversion, je suis d'accord avec toi sur un fait, c'est que la reconversion, elle va se jouer sur la fin de carrière. Comme aujourd'hui, par exemple, Dimitri Payet à Marseille, dans sa prolongation, il a baissé son salaire, il a prolongé de 3 ans, mais derrière, il a demandé une reconversion, car c'est un garçon qui est à l'OM depuis 5-6 ans. Ça peut arriver aussi avec Steve Mandanda, qui est à l'OM depuis des années. Pour parler de reconversion, il faut que le joueur soit fidèle au club. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le football, il y a de moins en moins de joueurs qui font une carrière longue dans un même club. Mais une reconversion va se jouer sur la fin de carrière et pas sur un début de carrière de 18, 20 ans, 22 ans. Elle va se jouer sur une fin de carrière quand le garçon va avoir 31, 32 ans. Là, on peut commencer dans le dernier contrat à demander une reconversion. Ça se peut, d'accord, ça se fait, mais attention, il faut quand même que le joueur ait une fidélisation avec son club. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, j'arrive, je veux une reconversion alors que tu as 22 ans. C'est pas possible. Sur une fin de carrière, oui, c'est possible. À partir du moment où quand même le garçon est au club depuis 4-5 ans et il dit, je suis bien dans cette ville, je suis bien dans ce club. Et là, j'aimerais, pourquoi pas, derrière, faire quelque chose pour le club. Well, look, I think talking about a strategy, involves, a whole package. I'm not a believer in the sense that the club should be the one preparing for the after football of the footballer, not the club. Okay, the club should have representatives who should be looking after that from the first contract. It could be education, it could be, online education, it could be support through investment schemes, because a lot of players, make a lot of money very quickly, and they don't know what to do with the money. Okay, so if they're well advised by agents, they can start to prepare for their reconversion. The reconversion doesn't have to start when we're 30 or 31. It's too late. It has to start as soon as we get into the game, because that money coming, you build certain habits and it makes a big difference. The example is, for example, Robbie Fowler in England or Michael Owen. These are young people who came from Liverpool. They bought properties from their first contracts, from the first contract. Robbie Fowler has a whole suburb for himself, Robbie Fowler, a whole suburb for himself. Michael Owen is one of the biggest investors around Liverpool. So I think we need to change our attitude towards, players' careers. The career is very short.
very, very short. If you have an agreement with a club, for example, where you've been in a club, as Stefan said, since you were 6 years of age, it's a whole different scenario. But most of the players will not be in a club for 6 years, for 15, 20 years. Impossible. So people like Payet are different, or Madanda, they're different. But the general management of a young player, you have to include that process. You have to include, because it's part of transforming their way of thinking and developing certain values that will support them after football, because the career is not very long. I think, Seydou, you want to take over? Bon, moi je pense que c'est effectivement, ça a été dit par Stéphane et par Cyril, la reconversion, ça dépend du joueur, et surtout c'est en fin de carrière qu'il va faire un contrat sur sa reconversion. Ce n'est pas au club formateur. Quand on fait partie d'un joueur très jeune, à 18-20 ans, penser déjà à sa reconversion, parce qu'on ne sait pas là où il va finir sa carrière. Et comme il est dit, un club est toujours apte à faire une reconversion pour un joueur s'il a une durée de vie longue dans ce club. Or, généralement, ce n'est pas le cas. Un joueur qui reste fidèle à un club peut faire un contrat de reconversion. On peut regarder, par exemple, le cas de Sergio Ramos au Real de Madrid ou d'autres qui sont fidèles au club, ou quand on prend Gérard Piqué à Barcelone. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ce n'est pas au club formateur, à nous, club formateur, de penser à la reconversion directe lors du transfert du joueur. Mais on peut échanger avec le joueur et le conseiller s'il reste attaché à son club, parce que ça aussi, c'est un problème. Quand les joueurs partent, on essaie de rester en contact avec eux, mais la plupart du temps, ils tournent le dos et on le retrouve que quand ils sont en fin de carrière et vous ne savez pas ce qu'eux, ils ont négocié pendant tout ce temps. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire par rapport au club formateur des joueurs. Looks like we lost everybody. Steven, your microphone is not on. Okay, thank you, Cyril. Okay, je pense qu'on m'écoute là. Donc, je pense justement que on arrive à la fin de cette session-là sur ce thème. Je ne sais pas si Cyril a un mot à ajouter pour nous aider à conclure. Je crois qu'on l'a perdu. Alors. Sylvain est encore là? Oui, je suis là. Et s'il vous plaît, avant que Cyril et Stéphane interviennent, il y avait une intervention de Stéphane sur le transfert des joueurs qui partent très tôt et des joueurs qui partent sur le golf à 22, 23 ans, mais il faut aussi, ou sur la filière turque, mais il faut aussi reconnaître qu'en Europe, les Européens ne sont pas très, très aptes à prendre des joueurs après 22 ans. Ça aussi, c'est une réalité. Ils préfèrent avoir le joueur à 18 ans pour finir sa formation en 18 et 20 ans et pour s'occuper de lui, mieux le connaître. Mais quand le joueur arrive à 22, 23 ans, ça devient très compliqué de le placer, à moins que ce soit un joueur excellent pour le placer dans les clubs européens. Donc, c'est pour ça que les clubs aussi, aujourd'hui, à partir de cet âge, se tournent un peu vers la filière turque et d'autres filières de l'Europe de l'Est. Je voudrais aussi donner cette précision parce que c'est des challenges que nous avons eus avec les clubs européens sur les joueurs qui avaient 22, 23 ans et même au-delà, au-dessus de cet âge. Je ne sais pas si c'est la même chose avec Cyril en Australie, mais en Afrique, vous prenez plein de présidents de clubs, ils vous diront exactement la même chose. Les clubs européens préfèrent les jeunes joueurs avant 20 ans pour peut-être pas faire leur formation. In Australia is different. They take players at 25, 26, 27, good players, 28. You get a lot of players from Spain coming to Australia, 29. some are 30. So, but that's a good point. I think Europe is very different, definitely. Oui, on se rend compte qu'il y a justement différence
entre les désirs ou bien les volontés des clubs européens, les clubs en Australie, qui aujourd'hui prend plus de joueurs plus âgés qu'en Europe où ils veulent les joueurs justement beaucoup plus jeunes. Alors, une dernière question, peut-être pour finir, on a encore 5 minutes, je crois, sur ce thème-là, justement. Stéphane, par exemple, c'est quoi Normalement, c'est les clubs qui demandent le profil d'un joueur ou c'est juste vous, en tant qu'agent, vous voyez un joueur, vous proposez le club. Ça se passe comment véritablement? Alors, ça se passe des deux façons, tu viens de dire. Il y a d'abord le premier, on appelle les clubs, on demande exactement leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent comme profil. Par exemple, on va prendre l'exemple, ils vont rechercher un attaquant, on va leur demander s'ils cherchent un pivot, grand, costaud, un garçon qui aime la profondeur. Ça, c'est le premier point, c'est les clubs qui te font un topo du profil qu'ils vont rechercher. Nous, après, on va rechercher un peu des joueurs dans leur profil. Après, tu as le deuxième cas où toi, tu as un joueur, tu crois vraiment en ses qualités et à ce moment-là, ton rôle à toi, c'est de pousser le club à le prendre à l'essai ou aller le superviser avec la plateforme Wisecout parce que tu penses, même si ce n'est pas exactement le même profil qu'il recherche, tu penses que ton joueur-là va s'adapter à cette équipe-là et va s'adapter à ce club-là. Voilà. En fait, tu as les deux façons dont tu viens de dire. Les deux façons marchent aussi. Tu as la première où c'est le club qui va dire bon, j'ai besoin de tel profil, je veux un défenseur central, je veux gaucher, pas droitier. Et après, tu as la deuxième plateforme où tu vas dire toi, j'ai ce joueur-là. Pour moi, ce joueur-là, il va matcher dans ce club-là avec cet entraîneur-là. Et c'est ton rôle à toi que tu vas presser le directeur sportif, le président et les harcelants au téléphone en essayant de leur dire c'est ce joueur-là, prends-le. Et c'est voilà, tu as les deux façons et tu as les deux modes de façon de travailler que tu viens de dire. Les deux peuvent se faire. On a vraiment du mal avec Steven. Il nous reste encore 3 petites minutes. Cyril, président, Stéphane, le transfert des joueurs, un vaste chantier, beaucoup d'opportunités, mais également beaucoup de problèmes. Si vous aviez un mot, un message à adresser à l'ensemble des parties prenantes, les familles, les joueurs, les clubs, les fédérations, la FIFA elle-même, ce serait quoi votre dernier mot, Cyril, à l'endroit de ces parties prenantes? Well, look, what I would say to conclude will be, invite Africa to organize itself. Africa needs to organize itself. Africa needs to organize itself because, the transfer market is a lucrative business. It's a good business. It can provide a lot of opportunities to our young brothers, but they need to organize themselves. If the governance is better, there will be a better foundation to provide a more competitive environment as far as transfers are concerned. But without that organization, they've got to mobilize and try to make a difference. That's what I would say, because there's a lot of potential in Africa. And before I conclude, I would say, look, thank you for inviting us and thank you for putting this show. It's we know it's not easy, okay? So congratulations to Jamil and the whole team, all right? We encourage you to continue along this way because we know Africa needs these types of opportunity to get together, to find solutions to common problems. So thank you. And thank you for the panel. It was a pleasure to be with you. Seydou, we should stay in contact because, I may want to come down. I actually know Habib Sissoko, who is a very good friend of mine. I don't know if you know Habib. Habib Sissoko is the president of the Olympic Committee. He's a very good friend of mine. So we can stay, we can stay in contact. Cyril, c'est pas qu'on va rester en contact. Vous avez l'obligation de venir en
dans les prochains jours et dans les prochains mois. Donc, je pense que rendez-vous est pris. Monsieur Djamil, le président, a bien entendu vos mots d'encouragement et de félicitations. Président, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ce que Cyril vient d'annoncer? En fait, pour toutes ces familles qui tournent autour des joueurs, il faut reconnaître aussi que les joueurs qui rentrent dans les centres de formation, ils viennent des familles très démunies. Donc, les familles ont beaucoup d'espoir sur ces joueurs, mais il faut faire comprendre aux familles que ce qui prime, ce n'est pas directement l'aspect financier dans le transfert d'un joueur immédiatement, mais c'est surtout la carrière du joueur et l'aspect sportif. Il faudrait que ce joueur puisse s'épanouir, qu'il puisse jouer, et au fur et à mesure que ce joueur jouera, il aura des opportunités d'autres transferts et d'opportunités d'augmentation de ses revenus. Donc, il ne faudrait vraiment pas se précipiter. Il faudrait, comme je l'ai dit au début de l'intervention, il faudrait discuter avec ces familles, les présenter sous forme de projet, le transfert des joueurs, et leur expliquer que c'est toute une carrière qui est gérée. Et comme l'a dit Stéphane et d'autres, un joueur, sa carrière, c'est entre 18 et 32, 33 ans. Donc, s'il n'y a pas de blessure, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessure et que les joueurs fassent une très bonne carrière. Donc, c'est tout un plan de carrière de 15 ans qu'il faut présenter à la famille pour qu'ils sachent qu'il ne faut pas se précipiter sur les transferts. Il faut vraiment voir l'aspect sportif et l'intérêt du joueur. Merci beaucoup, Président. Stéphane, avant que vous ne concluiez, on a une vidéo à vous faire passer de Thierno Seydi, le Pape Diouf bis. Oui. Je vais vous demander votre attention. Ok, on va suivre. Après Stéphane, je vous donnerai la parole pour clôturer cette session. Et Steven, bien sûr, qui nous a rejoint, il a été vraiment perturbé par ces problèmes de connexion. Ça n'a enlevé en rien la qualité de cette vidéo. L'homme et l'éducation, les valeurs que tu inculques. Il y a des choses, comme il disait, à défaut de savoir ce que je ne pouvais pas faire, je savais au moins ce que je n'avais pas envie de faire. Je le savais. Ce que je devais faire, je ne sais pas, mais ce que je ne devais pas faire, je le savais. Donc c'était une petite nuance, c'était assez très nuancé ce que je suis en train de dire, mais ça résumait le personnage. Et c'est quelqu'un qui ne cédait pas sur ses principes, qui les défendait jusqu'au bout, qui était tout simplement quelqu'un de rigoureux vis-à-vis de soi-même. Très rigoureux. Et donc, ça se traduisait aussi sur nous parce qu'il était très rigoureux. Surtout moi j'avais l'impression qu'il y avait la carotte quand tu faisais les bonnes choses, mais il y avait le bâton. Mais quand je dis bâton, c'était des mots durs quand il fallait me remettre sur le... Parce que moi, je ne connais pas, j'étais encore un petit genou, quoi, je veux dire. Je travaillais déjà. Et sur le plan professionnel, ce monsieur n'avait pas d'heure de travail. Il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de jour férié. Il travaillait en permanence. Et je disais que s'il y a quelque chose que j'aimerais bien rejeter sur certaines choses qu'il m'a léguées, c'était ce côté noctambule. Parce qu'il a fait aussi de moi un vrai noctambule. Parce que Pape n'était jamais couché avant 3-4 heures du matin. Et je me rappelais quand j'ai commencé à travailler avec lui, parce que bon, le métier d'agent, tu étais toujours au téléphone avec les joueurs à n'importe quelle heure parce qu'il fallait être... Il me disait que l'agent, c'est d'abord le confident. L'ami, c'est lui pour qui tu as une confiance totale. Donc tu intervenais en dehors du football, dans la carrière, mais même dans la vie privée. Et la première chose qui se passait, le premier qu'on appelait, c'était d'abord l'agent. Donc il n'y avait pas d'heure. Donc il nous arrivait d'échanger avec nos joueurs jusqu'à maintenant. Moi je le fais, jusqu'à des heures, minuit, 1h du matin. Et derrière, lui et moi, lui était à Marseille, moi j'étais à Paris. Et donc on faisait notre bilan quotidien. Et donc, il nous arrivait de rester au téléphone de minuit, 1h du matin jusqu'à 3-4 heures du matin. Ce qui fait que c'est cet héritage-là que j'aimerais bien facilement, mais malheureusement, aujourd'hui, je suis un vrai noctambule. Et c'est la seule chose négative que j'ai pris chez Pape que je regrette aujourd'hui. Mais sinon, il était foncièrement attaché à ses joueurs. C'était vraiment, et il me disait, Samarak, mes enfants, mes joueurs, c'est mes enfants. C'est comme un père de famille qui a ses enfants. Tu as ce droit devoir de les protéger, d'être là, c'est-à-dire d'être un paravent. Donc, il était réactif à n'importe quel. Il nous est arrivé de prendre la route, par exemple, pour aller régler des problèmes, traverser la France.
Stéphane, Pape Diouf, il disait, ces joueurs, ce sont ses enfants. Comment pouvons-nous faire pour nous assurer, en dire un peu de mots, que effectivement les agents dans ce marché de transfert, on aura un regard comme on regarde ses enfants, un plan de carrière qui fait attention à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure? Pour conclure, je pense que ce que disait Pape Diouf, il a raison. Je pense que le métier d'agent est assez compliqué parce qu'il y a tellement de monde et de personnes qui font rêver les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut baser notre travail sur de l'honnêteté, de la clarté et toujours dire la vérité aux joueurs et surtout privilégier un plan de carrière avant un aspect financier. Alors, je sais que c'est utopique ce que je dis parce que les gens ils vont dire c'est pas vrai, mais malheureusement, nous, c'est la route qu'on s'est tracée, c'est de dire tout le temps la vérité aux joueurs, même si des fois elle n'est pas belle à entendre, parce que c'est comme ça qu'un joueur progresse. Des fois, privilégier l'aspect sportif au lieu de l'aspect financier pour expliquer aux joueurs qu'en passant par ce chemin-là, on peut arriver tout en haut de la fiche, que si d'abord on prend le chemin de droite, et bien malheureusement on va à la catastrophe. Mais le plus dur, il faut que l'entourage du joueur et le joueur comprennent que c'est dans son intérêt sportif et dans l'intérêt de la famille de nous faire confiance. Alors c'est vrai que c'est le plus difficile parce qu'il y a tellement de gens qui passent par derrière et qui racontent plein de choses et qui font rêver les joueurs. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du football, c'est la réalité. Mais il faut que nos joueurs, ce soit nos enfants. Et moi, je me dis, des fois, quand il y a des situations compliquées dans des clubs ou quoi que ce soit, je me mets à la place, je dis, si c'est mon enfant, qu'est-ce que je ferai? Voilà. Si c'est mon enfant, qu'est-ce que je ferai? Et je réagis toujours en fonction que le joueur, c'est mon enfant. Et donc, ce que je ferai pour mon enfant, je le fais pour lui. Ce que je ne ferai pas pour mon enfant, je ne le ferai pas pour lui. Voilà la façon de travailler. Merci beaucoup Stéphane pour ces paroles pleines de valeur. On va vous demander juste de nous donner votre plus joli sourire pour la photo de famille. Voilà. Merci au public qui nous suit des 4 continents depuis ce matin. Donc on va se retrouver. Voilà. Merci. Ok, photo de famille. On va se retrouver dans le lien qui est en bas pour la conférence de presse qui va durer. Cyril, le président Stéphane, dans 2-3 minutes. On va se retrouver dans le lien qui est en bas pour la conférence de presse. Merci de votre attention. Okay, et à 13h, s'il vous plaît, nous allons faire le dernier panel, le thème 8, et après, nous allons clôturer ces 4 heures de conférence. Merci de votre attention et rendez-vous à 13h pour le dernier thème. Merci beaucoup.